Maintenant, c'est le tour des marques et des distributeurs. Donc j'appelle Pascal, Julien, Paul, Bertrand, ils vont se présenter tout à l'heure. Geoffroy, Véronique, la scène va être pleine. Augustin, Jean-Charles et Jeanne. Voilà. Venez, s'il vous plaît. Voilà, la scène va être à peine assez grande. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler un petit peu avec nous. J'en vois un, là, Pierre, qui veut parler 2 fois. Je ne sais pas si tu auras le droit de parler 2 fois. Donc, voilà, on est là parce que donc, dans notre filière, on essaye, nous, de privilégier aussi toutes les marques, que les marques trouvent leur place. Voilà, c'était vraiment notre... donc, je voulais commencer par Pascal. Hein, qui est là, pardon. Et donc on voulait, parce que la filière laine, on n'en parle jamais, et ça ressemble un petit peu quand même au lin. Donc juste 2 minutes pour vous parler de la filière laine. Voilà. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour cette invitation. En effet, depuis ce matin, j'écoute un peu les diverses interventions et je vois que tout au long de la filière, il y a un véritable lien qui se fait et qui s'opère entre les deux mondes, celui des fibres libériennes et celui de la laine. Française, puisque je suis délégué général du collectif Tricolore, qui rassemble en écosystème l'amont de la filière, donc les représentants des éleveurs, au centre les savoir-faire de transformation, dont certains sont également présents ici, et en aval les distributeurs, les marques, de manière à pouvoir créer plus de liens, créer des projets vertueux qui puissent s'appuyer sur un gisement qu'on n'a pas besoin de produire, qui se produit automatiquement chaque année, qui est un coproduit de l'élevage ovin, et qui génère à peu près 10 000 tonnes de toison annuellement. La plupart de ce gisement est pas du tout valorisé au niveau local. Toutefois, on voit, alors ce matin, Jacques Capla insister sur l'importance de lier agriculture et élevage, culture et élevage. L'élevage ovin, en tout premier chef, est un moyen formidable, merci de l'avoir souligné, est un moyen formidable de venir enrichir les sols, les cultures. Ça a été fait pendant des milliers d'années. La laine et l'élevage ovin, ça fait 10 000 ans aujourd'hui, on retrouve des traces 10 000 ans en arrière. Donc ces pratiques-là ont été éprouvées dans le temps et en particulier puisqu'il s'agit de bio aujourd'hui, c'est vrai que là on a un lien très vertueux. Ensuite, les étapes suivantes, que ce soit les transformations de fibres, je pense à Peignage du Mortier, qui est également là-bas dans la salle, va pouvoir faire des alliances vertueuses entre ces matières naturelles qui sont bourrées de propriétés qui ne sont pas les mêmes, qui peuvent être très complémentaires, et ça va accompagner le développement des produits jusqu'aux marques, jusqu'aux consommateurs à la fin, avec des produits sans doute encore à imaginer qui tirent le meilleur du bénéfice des fibres libériennes et de la laine française. Voilà. Je ne serai pas plus long et simplement pour vous dire qu'on a mis en place des outils, notamment un outil digital pour pouvoir gérer ce qui, je comprends, est commun en fait aux deux filières, c'est-à-dire l'hétérogénéité du gisement. C'est ce qui est un frein à la meilleure valorisation pour la laine. Nous avons 59 races, des types d'élevage différents. Tout cela influe de manière très diverse sur la laine. J'ai oublié de citer Virgocop qui est très impliqué sur la collecte et justement le tri, le classement de ces deux fibres amies. Et grâce à Tissage d'Autan, il y a beaucoup de mélanges vertueux qui se font en tissage. Voilà, je m'arrête là.
Merci. Merci. On posera des questions à la fin à tout le monde. Voilà. Julien pour Virgocop. Bon, bonjour à tous. Je vais vous parler de Virgocop. Donc, j'ai l'honneur de présenter la coopérative qui est une société coopérative d'intérêt collectif et qui a pour mission de solutionner des problèmes dans le monde du textile et pour essayer de faire une filière textile un peu plus vertueuse, plus écologique et plus humaine. Donc, je suis Julien Bonnet, je suis responsable de la chanvrière de Virgocop qu'on est en train de développer dans le sud-ouest. Et je m'occupe aussi beaucoup du contact avec le monde paysan. Donc le partenariat, je souligne ce mot, partenariat avec le monde paysan. On a un problème. Le secteur textile, c'est les plus polluants au monde. On a besoin de changer les choses. C'est anti-humain, c'est anti-écologique, c'est anti-social. C'est du coton qui vient de l'autre bout du monde. C'est des fibres synthétiques qui sont issues de la pétrochimie. Très souvent, énergie carbonée. C'est un peu un sujet en ce moment. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est un peu de changer ça. C'est de proposer une filière textile différente, plus écologique, plus humaine, plus responsable. Et pour ça, en fait, on a 3 choses en particulier. C'est qu'on remet en culture du chanvre en région Occitanie. On collecte de la laine, localement, en Lozère, dans le but de l'incorporer dans du fil et dans les tissus. On est convaincu qu'il est possible, et on l'a démontré, de cultiver, de remettre localement des cultures d'intérêt comme le chanvre. Donc on a créé un atelier de tissage, il y a environ 2 ans, de zéro. Il y a 4 personnes aujourd'hui qui tissent du chanvre, de la laine, du lin et du coton bio. Ces 4 personnes qui tissent à côté de Castres, pour Virgo. Et on pense aussi qu'il est possible de mobiliser les consommateurs et tous les acteurs du textile autour de ce projet coopératif. Donc si ça vous intéresse de venir faire partie de la coopérative, devenez sociétaire. Concrètement, c'est quoi? Il y a 1 an, on avait en 2022 100 hectares de chanvre, c'est tout petit, et on avait 30 paysans qui bossent avec nous. En 2023, c'est 200 hectares, 80 paysans, on a doublé. Les 3/4 sont en bio. Alors c'est vrai qu'une chanvrière dans le passé, il y en avait dans le sud-ouest, elle a disparu, elle a trébuché, elle est tombée, pour plein de raisons. On essaie justement de ne pas faire les mêmes erreurs. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui. Et on est en train, en parallèle de tout ça, donc on aura une 2e machine qui va venir à l'automne, qui est la machine prototype de chez Impact, qu'on va avoir à côté de notre première machine. Donc on sera capable de produire de la fibre courte et de la fibre semi-longue. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à bosser avec Virgocop. Il y a des avantages, par exemple, pour les filateurs, disposer de fibres qui sont faites localement, de chanvre, de laine. C'est intéressant aussi pour ceux qui font du tissu, parce qu'ils auront du fil, par exemple mesclate, qui veut dire mélange en occitan, on est attaché à nos racines. Et donc on produit du fil qui est local, issu de chanvre lotois et de laine qui est de Lozère. Donc c'est un fil qui est purement français. Pour les marques aussi, c'est intéressant parce qu'on a des tissus qui sont écologiques, 100% faits de fibres naturelles et locales. Donc pour Virgo, voilà, être sociétaire de Virgo, c'est faire partie d'une aventure et puis contribuer à changer un peu les pratiques de la filière écologique. La filière textile est plus écologique. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre dans Virgocop pour être sociétaire et pour contribuer un peu à ce changement-là et faire du textile quelque chose qui est plus écologique et plus humain. Merci. Merci. Paul, à toi. Merci, rebonjour à tous. On a démarré l'important fin 2019, à peu près en même temps que le début du Covid à Wuhan, sur l'idée qu'on avait besoin, pour pouvoir relocaliser, réindustrialiser, bien sûr de faire une filature, mais que la première étape dans les différents chaînons à renforcer de la filière, c'était le client de la filature, avant que la filature puisse ouvrir, donc le tissage ou le tricotage. Du tissage, il y en avait déjà en France, donc on a dit, ouvrons donc un tricotage spécifique sur le lin en France. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'important. Quand on tricote du lin, le gros marché, c'est le marché du t-shirt. Le t-shirt, un chiffre, la France importe chaque année 650 millions de t-shirts chaque année. On en fabrique moins de 0,5% sur le territoire français. De la même façon qu'aujourd'hui, on exporte à peu près 99,5% de notre lin en dehors du territoire français.
Donc ce ratio-là, l'idée est simple. Et si on court-circuitait avec la fibre, dont la France et la Normandie en particulier est le leader mondial au niveau de la production, est-ce qu'on ne fabriquerait pas une petite partie, parce qu'on ne prétend pas faire les 650 millions de t-shirts en lin tous bio, enfin pas tout de suite, mais une petite partie, et on avait estimé que 100 000 t-shirts par an, 100 000 t-shirts pour une grande marque, ben c'est une partie de sa production. Pour une petite marque, ça paraît beaucoup, mais pour une grande marque, c'est une partie de sa production. Une grosse unité de fabrication de t-shirts dans le monde, c'est plusieurs millions de t-shirts chaque semaine. Donc 100 000, c'est une échelle qui est la plus petite échelle industrielle qu'on puisse faire sur ce produit-là. Donc ça, c'est l'idée, avec l'idée du local, donc remettre sur le territoire. L'idée du bio, on en a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus. Le lin aujourd'hui n'est pas suffisamment en bio, non pas pour le lin lui-même, mais pour l'ensemble des cultures et des fermes que ça implique, qui sont des très belles fermes comme celles que vous voyez aujourd'hui, des fermes de ce type de taille, d'équipement, d'engagement et de productivité. Il n'y en a pas suffisamment en bio. Le lin est un moyen aussi d'aller les amener vers la bio. Et le troisième aspect, c'est qu'on a créé l'important sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, avec l'idée d'amener, donc on est une coopérative avec des agriculteurs, certains de nos administrateurs et certains de nos cofondateurs sont là aujourd'hui, évidemment. L'un et Chanvre Bio fait partie des coopérateurs fondateurs de l'important, avec des industriels de toutes les étapes, que ce soit Bruno, tricotage, que ce soit Olivier, enfin Safilin et Bugis, avec des acteurs aussi de plus en aval. On a des coopérateurs qui sont des marques, et puis des simples citoyens. Et cet aspect-là de l'intérêt collectif, il est essentiel parce qu'avec le lin, on a cette notion du lien entre le territoire, on a parlé de l'agriculture, et des citoyens. Le produit de mode, le t-shirt en particulier, c'est un produit éminemment citoyen. Tout le monde porte un t-shirt à un moment ou à un autre. Chaque particulier achète des t-shirts, chaque entreprise achète des t-shirts. Donc on s'adresse à un produit qui est universel en termes de demande. Une petite partie des t-shirts achetés en lin, ça a un impact énorme si on veut aller là-dessus. Et ce lien entre l'agriculture et les citoyens, il est un peu cassé aujourd'hui. On entend beaucoup de citoyens avoir des discours très péremptoires sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans l'agriculture alors qu'ils n'ont jamais semé un radis. Et réciproquement, on entend des agriculteurs qui ont perdu la patience d'expliquer leur travail à des citoyens qui s'en sont éloignés. Avec la mode, avec le marketing de la mode, avec les distributeurs à qui je vais pouvoir passer la parole, on a un travail à faire pour ramener le lien entre les citoyens et l'agriculture. C'est fondamental, on a besoin de mieux comprendre ces enjeux-là et de les aborder citoyennement tous ensemble. Donc, quand on a démarré en 2019, j'aurais jamais pensé avoir aussi rapidement des clients qui n'avaient jamais vendu un t-shirt au prix où aujourd'hui je leur vends, sauf qu'eux, ils le vendent TTC. Moi, je leur vends hors taxe. Donc voilà, merci à eux, et puis ils vont prendre la parole chacun pour présenter ça. Merci Paul. Voilà. Donc on me dit, ce serait sympa pour les photos que tout le monde s'avance un petit peu. Pour les photos, ça serait mieux. Voilà. Avancez-vous tous. Voilà. Donc à vous Bertrand la parole. Bonjour, je suis Bertrand de Châteaubourg, je suis directeur des achats textiles chez Auchan. Alors déjà, on est gros importateurs, 90% de nos achats on les fait en Asie. On est gros consommateurs de coton, donc on a un peu tout faux. On a une première volonté, c'est de relocaliser, donc on s'est écrit dans notre feuille de route de faire 5% en Made in France, et on a commencé, comme le disait Olivier Ducatillon tout à l'heure, à contractualiser sur 3 ans avec des confectionneurs français, avec lesquels il y a une dizaine de confectionneurs avec lesquels on a contractualisé, et on a ouvert dans nos magasins des corners français où on essaye de réattirer le client vers des produits Made in France, alors avec un tissu qui n'est pas toujours français. Alors on a fait avec Paul, on a fait des t-shirts en lin bio, français, filés tricotés en France. Voilà, nous, notre volonté, c'est de mieux connaître la filière, de voir comment on peut accompagner la filière. On s'était posé avec les confectionneurs pour voir comment on pouvait les accompagner, et c'est là qu'était venue l'idée de ces contrats triennaux, et l'idée qu'a Olivier de donner des volumes sur 3 ans pour
donner de la visibilité, stabiliser les prix est tout à fait intéressante et en tous les cas nous intéresse. Voilà, nous on est malade, on le sait, on a un impact écologique qui est très mauvais, mais on essaie de se soigner petit à petit et d'emmener surtout nos clients avec nous. C'est pas simple quand on vend historiquement des t-shirts à 5 ou 6 euros, d'en vendre tout d'un coup à 20 euros. Ça nécessite beaucoup d'accompagnement, beaucoup de communication. Je ne veux pas dire éducation, c'est pas forcément le terme, mais énormément de communication à faire vis-à-vis de nos clients, donner du sens. Voilà, c'est une révolution que l'on fait de l'intérieur, ça va prendre du temps. Je ne promets pas qu'on va faire du jour au lendemain toutes nos collections en lin et chanvre bio, mais voilà, on a une vraie volonté de réduire notre impact écologique, d'aller rechercher plus de solutions se rapprochant du vivant, et on sera présent. Et donc je vais passer la parole à nos petits cousins de chez Jules. Merci. Je laisse parler Jules, mais vraiment, je suis très heureux. Vous avez entendu les discours des filateurs tout à l'heure, donc ils cherchent des gros faiseurs pour qu'on... Donc merci beaucoup d'être venus et allez. Bonjour à tous, Geoffroy Blancard, je suis directeur sourcing chez Jules. Jules a fait le choix en début d'année de devenir entreprise à mission. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu remettre un peu au centre de nos préoccupations, justement, notre empreinte sociale, sociétale, environnementale, et que toutes nos initiatives et actions puissent contribuer en tout cas à leurs améliorations. Juste pour vous citer deux exemples, Bertrand l'a cité également, on importe énormément d'Asie également, on ne va pas se le cacher. L'idée, c'est de, pouvoir en effet relocaliser le plus proche de nos lieux de distribution, et ça passe par le Made in France. L'ensemble aujourd'hui de nos catégories de produits sont engagées à travers des productions en Made in France, et nous avons également des productions du coup aussi avec Paul sur le t-shirt. Mais ce n'est pas que la production de produits finis, c'est également l'ensemble de la chaîne de valeur, nos tissus, pour justement pouvoir maîtriser l'ensemble de l'impact. Aujourd'hui, Jules, tout comme Auchan, c'est 70% de son impact qui est basé sur le coton, une fibre qui est énormément impactante sur l'environnement, et on a la chance, en tout cas en France, de pouvoir produire cette fibre qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, qui est le lin. Un de nos enjeux, c'est de nous dire comment on arrive à injecter beaucoup plus de lin, de chanvre dans nos compositions à la place du coton, pour justement améliorer cet impact. J'ai entendu quelque chose justement, et vous le disiez chez Safi Lin, c'est que je pense qu'il y a une nécessité en tout cas de réinventer un petit peu l'industrie. L'ensemble aujourd'hui des acteurs, on a eu l'habitude de travailler d'une certaine manière, de produire, de consommer. Un moment, c'est comment on arrive à s'asseoir tous autour d'une table, et ça j'en suis convaincu, si on a cette volonté de pouvoir s'asseoir autour d'une table, de trouver les solutions, les leviers nécessaires pour justement lever l'ensemble des freins qu'on a pu entendre depuis le début. J'en entends énormément, nous en avons également, je ne vais pas revenir dessus, mais je pense qu'à un moment donné, nous avons la volonté chez Jules de relocaliser, de baisser l'empreinte, de capitaliser sur le savoir-faire français. Vous avez l'expertise en tout cas pour nous accompagner dans cette aventure-là. Et on parle, tu n'as pas voulu l'employer Bertrand, mais je vais l'employer, en tout cas moi j'emploierais plutôt de rééducation des clients. C'est aussi comment, grâce à votre expertise technique, on arrive à éduquer, rééduquer le client sur une meilleure consommation, sur le Made in France, sur les bienfaits du Made in France. Et ça, encore une fois, une conviction chez Jules très forte que c'est ensemble que nous y arriverons. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, dans mon programme, j'ai Véronique Bastien. Je ne la vois pas sur le... Véronique Bastien, non, elle n'est pas là. Bon, tant pis. Donc, je connais mon programme. Augustin. Voilà. Donc bonjour à chacun et à chacune. Merci à l'association Lin et Chanvre Bio de me permettre de présenter mon entreprise aujourd'hui. Donc je m'appelle Augustin, je suis ingénieur textile et j'ai créé Juin fait le lin à Roubaix. Donc la mission de Juin fait le lin, c'est de remettre les matières textiles naturelles et locales au cœur des usages, comme beaucoup ici j'imagine. Et pour ce faire, développer un savoir-faire dans leur tricotage et leur transformation. Donc ça fait maintenant 3 ans, donc c'est la 3e année que je viens ici. Et depuis ces 3 ans, je travaille à l'élaboration d'une matière qui puisse vous accompagner dans vos activités physiques et qui soit fabriquée le plus naturellement possible.
Et j'imagine que vous le savez aussi, mais le lin est thermorégulateur, respirant, hypoallergénique, résistant, plein de qualités, et il est idéal pour bouger. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé cette maille qui est faite à 97% de lin et à 3% d'élastane pour qu'elle soit extensible, couvrante, confortable, élégante. Et donc j'en ai fait ma première collection, donc mon premier vestiaire de mouvement Juin fait le lin, composé d'un legging, d'une brassière, d'un short qui est cette fois-ci en 100% lin, également d'un t-shirt fruit du travail de l'important, et d'une paire de chaussettes aussi en lin, faites avec les 3 tricoteurs, pour ceux qui connaissent, basés à Roubaix. Donc tous ces produits-là sont disponibles via la campagne participative que je viens de lancer et qui va courir durant tout le mois de juin, pour rester cohérent. Et donc je vous invite à aller faire un tour sur cette page de crowdfunding, donc c'est sur la plateforme Mimosa. Vous tapez Juin fait le lin et vous tombez sur l'histoire de la marque et ses ambitions. Et je vous invite aussi à me retrouver, j'ai un stand avec mes produits du coup sur le showroom. Et je vous attends nombreux pour qu'ensemble nous puissions lancer ce mouvement naturel. Merci beaucoup. Jean-Charles. Ah, Jean-Charles. Mais vraiment, voilà. Là, les chanvre bio, on aime bien les petites marques, mais aussi les grands faiseurs. Donc c'était très bien qu'on ait tout ce monde-là sur la... Ah, Jean-Charles. Je ne vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Jean-Charles, c'est un habitué de la maison, il parle tous les ans. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Tchakirian, je suis le fondateur de la marque de jeans Le Gaulois. Ce sont des jeans en lin. C'est une histoire de famille que je vous laisse découvrir sur notre site marchand qui s'appelle legauloisjeans.com, parce que si je commence à vous raconter 40 ans de parcours dans la confection de jeans, je vais vous cramer l'après-midi. Donc, on est parti en 2018 d'un constat sur un constat de l'ADEME qui expliquait que, bon, des chiffres que tout le monde sait, mais qu'il est toujours important de se remémorer. Pour cultiver 1 kg de coton, il est nécessaire 1 kg de coton, un jean environ. Il est nécessaire d'utiliser entre 15 000 litres et 25 000 litres d'eau, 2 kg de produits chimiques et 75 g de pesticides. Il se vend environ 60-70 millions de jeans chaque année en France, 2,3 milliards dans le monde. Et donc la mondialisation a fait du jean le deuxième produit le plus pollueur après l'industrie du pétrole et de la chimie. Une fois qu'on a fait ce constat, on s'est dit, nous, voilà, petits confectionneurs, fabricants de marques depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on est capable d'apporter? Pas de nouveau, mais quelle solution environnementale on peut apporter? Et on est parti du lin, on a découvert le lin, il y a eu tout un parcours de découverte du lin, ça ne consomme pas peu ou pas d'intrants. C'est une filière française, d'excellence française. Voilà, ça a toutes les qualités qu'on a expliquées tout à l'heure. C'est zéro OGM, zéro déchet, c'est thermorégulateur, donc que des avantages. Et donc, il a fallu aller proposer ça sur le marché français en disant, bon, voilà la problématique du coton, voilà une solution environnementale et aussi une solution humaine avec des conditions de jeans fabriqués en France avec le droit social et humain que vous connaissez sur notre territoire. Et donc, pour exister à nouveau, nous sommes allés sur une plateforme participative en juin 2019. On a expliqué la problématique, on a apporté une solution et on avait besoin de prévendre 300 jeans pour exister à nouveau. En 5 semaines, il s'est prévendu 1550 jeans à un prix préférentiel qu'on avait fait à l'époque de 109 € ou 129 €. Voilà, le Gaulois est né sur ce constat, il n'a cessé de croître. Aujourd'hui, on s'est doté d'un outil de production ultra moderne ou moderne, je ne sais pas. On a une capacité mécanique de fabrication de jeans d'environ 500 pièces par jour. Et donc, sommes adhérents de l'association depuis 2019. Je te laisse tranquille, Nathalie, t'inquiète pas. Et puis, nous avons travaillé sur la reconstruction de la filière chanvre textile française jusqu'au jour où est arrivé voilà, ce fameux fil que toute la filière vous a expliqué. Et puis, on m'a envoyé une palette de fils, c'était en novembre 2021, et on m'a dit, Jean-Charles, avec ce fil, est-ce que tu peux nous en faire un jean et faire la preuve du marché? C'est-à-dire qu'on pense souvent que nous sommes le dernier maillon de la chaîne, c'est faux. C'est vous, ce sont vous, les consommateurs finaux, qui êtes le dernier maillon de la chaîne. Et l'idée, c'était de savoir si finalement, vous portez, vous, consommateurs, un intérêt à cette fibre. Et bien voilà, de
ce cône de fil. Nous en avons fait avec nos tisseurs, évidemment, nos ennoblisseurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui, et tout le savoir-faire. Nous avons fait un tissu que je porte sur moi aujourd'hui et que Paul porte sur lui, que le fils d'Olivier aussi porte sur lui. Voilà, quelques-uns portent ce jean en chanvre. Et nous avons fait une pré-campagne. Donc l'idée était de le lancer au salon du Made in France en 2022. 500 kilos de fil, on a fait à peu près 550 jeans. Et puis on s'est fait le pari de le vendre dans toute la semaine du salon du Made in France. Ça a commencé dimanche matin à 9h. C'est très séquencé chez nous, c'est très cadencé. Il y a trois semaines de pré-campagne où on envoie des mails à notre communauté, on explique la filière, on explique nos travaux, on explique d'où vient le chanvre et son intérêt environnemental et ce savoir-faire d'excellence française. Et nous avons commencé les ventes le dimanche matin à 9h et on les termine le dimanche suivant au salon du Made in France à minuit. Le mardi à 14h, nous avons fermé les ventes. Les 550 jeans avaient été prévendus en 2 jours et demi. Donc le retour que j'ai à vous faire, c'est oui, vous avez un intérêt pour cette fibre. Oui, évidemment qu'il intéresse le plus grand nombre. Et je pense que l'idée non dit, non avouée, mais on aimerait que le chanvre devienne une alternative, sans le remplacer certainement, mais une vraie alternative au coton. Et on peut le mettre dans beaucoup de produits textiles manufacturés, si possible en France. Merci beaucoup. Jeanne, la dernière intervenante. Ah non. C'est pas grave. Je vais rappeler mon nom. J'ai demandé à ChatGPT les marques de textiles en chanvre. Il m'a donné 5 marques américaines. Du coup, je lui ai demandé une petite précision. Je lui ai demandé, oui, mais des marques européennes, 100% en chanvre. Il m'a toujours donné 5 marques. 5 marques, 3 anglaises et 2 allemandes. Et il m'a précisé qu'aucune n'était 100% en chanvre. Je me présente, je m'appelle Véronique Bastien. J'ai lancé une marque de vêtements de sport en chanvre, 100% en chanvre. Je suis belge, ça s'entend peut-être, et je suis made in France. Donc on m'a demandé... Tout ça, c'est un petit peu grâce à la structure ici, parce que tout s'est développé grâce à votre structure. En fait, moi, personnellement, j'ai eu envie de changer de vie, j'ai envie de donner du sens à ma vie. J'étais marathonienne et j'en avais ras-le-bol de porter des vêtements de sport en synthétique, qui polluent et qui puent. Donc, il fallait juste une matière naturelle, laquelle le chanvre était parfait. Je ne vous réexplique pas pourquoi, parce que maintenant, je crois que vous avez bien compris tous les avantages du chanvre qui sont hallucinants. Mais néanmoins, avant de me dire « vas-y, lance ta marque de vêtements de sport en chanvre », il fallait que je valide que ce chanvre textile était vraiment une bonne fibre. Et donc, j'ai eu une collaboration avec l'Université de Gand. Je pense qu'ils doivent être ici. En tous les cas, c'est grâce à vous que je les ai rencontrés. Et j'ai apporté à l'Université de Gand 10 matières, 10 échantillons de fibres textiles en matière naturelle pour 8, 2 en matière synthétique, j'avais pris du Nike pour ne pas cacher, et on a fait des tests, et en fait, le truc de dingue, c'est le chanvre qui est sorti numéro 1 en termes d'absorption de l'humidité, mais surtout en termes de séchage rapide. Et pour moi, c'était le plus important. Donc voilà, aujourd'hui, je fabrique des vêtements de sport en chanvre, je fabrique véritablement un jersey technique. Ce qu'on aime dans le sport, c'est le dry fit, et donc j'ai un dry fit naturel, 100% en chanvre. Alors, c'est bon, encore un petit peu, où je le fais, parce que ça, c'est l'élément que vous avez certainement envie de savoir. La première année, mon fil venait de Chine. Je vais aller faire vite. La deuxième année, il venait d'Italie, et la troisième année, c'est-à-dire celle actuelle, il va revenir de Chine. Parce que mon aventure dans le chanvre, elle s'est faite en dents de scie, avec plein de difficultés, parce que le chanvre est une matière compliquée. Toujours la première année, donc quand mon fil venait de Chine, il était tricoté en Dordogne parce que c'était la seule personne qui avait accepté de mettre sur ses machines de tricotage
le fil de chanvre. Le fil de chanvre est compliqué, il a une réputation d'être compliqué, il crée de la poussière, il fait péter les aiguilles, ça emmerde tout le monde. Je pense que c'est vraiment vrai, et moi j'y connaissais rien aussi. Et on me regardait un peu de travers, on se demandait c'est qui cette femme qui a envie de mettre du fil de chanvre sur nos machines et qui va nous foutre le boxon. C'était un petit peu ça. Donc ça, c'était la première année. Et en Dordogne, je remercierai toujours quand même la personne qui l'a fait avec moi. Et je vais dire avec nous, parce qu'on est 2 autres marques à l'avoir fait. On est parti en recherche et développement. On m'avait annoncé 6 mois et en fait, ça a duré 1 an. J'y croyais pas. J'ai croyais qu'il se foutait vraiment de ma gueule quand il m'a dit qu'on va partir en recherche et développement. Parce que moi, je voyais ces belles machines qui tournaient avec du lin, du coton, etc. Je comprenais pas pourquoi avec le chanvre, ça allait être si compliqué. J'ai compris après pourquoi que ça allait être si compliqué. Donc bref, après 1 an, on le fait. Malheureusement, il a fait faillite et donc j'ai dû reprendre mes bobines de chanvre, refaire le tour des tricoteurs en France pour retrouver quelqu'un qui avait envie, parce que c'est le truc le plus important, c'est d'avoir envie de le faire, envie de vouloir mettre du chanvre sur ses machines. Et j'ai retrouvé un super tricoteur maintenant, je suis super contente, je suis dans les Hauts-de-France, je tricote chez lui, à 1 km de chez lui, on fait la confection. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, le lavage, l'ennoblissement, il était à 100 km de chez lui. Cette année-ci, on a décidé de le remettre plus proche, mais c'est un petit peu une erreur. C'est là toutes les difficultés du chanvre. On croit que c'est gagné, mais ça l'est jamais tout à fait. Donc, en conclusion, le chanvre, c'est fantastique, c'est une super aventure, mais c'est compliqué, mais passionnant. Et c'est passionnant parce que les clients me le rendent, mais vous ne vous rendez pas compte comme ces gens me le rendent, comme mes clients me le rendent. Moi, je n'ai jamais pris dans ma vie le temps d'écrire à un patron d'une marque. J'adore ce que vous faites, vous me rendez super fière, continuez, on veut se battre pour vous. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà, je suis seule, toujours seule. Si quelqu'un a envie de monter, et je pense que maintenant j'ai bien... déblayer le chemin, je suis prête à grandir, voilà. Merci. Excusez-moi d'avoir fait... Excusez-moi. Excusez-moi, je ne connaissais pas bien les intervenants et j'ai fait des bêtises, excusez-moi. Pierre, tu veux dire un... Non? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quelques questions. On a vraiment 10 minutes pour poser des questions, pas de problème. Alors, allez-y. Vous avez des petites marques, des gros distributeurs, allez-y, profitez-en. Donc, une autre question là après. Bonjour à tous, je suis David, je suis le cofondateur donc de l'appartement français et le fondateur du collectif des boutiques du Made in France. C'est vraiment top que de grosses enseignes s'emparent enfin de cette notion de Made in France. Je voudrais juste ajouter qu'il ne faut pas oublier ces 30 entrepreneurs du Made in France qui ont cette envie, qui ont cette appétence de transmettre aux consommateurs cette envie de devenir consommateurs. Si on peut tous être ici aujourd'hui, c'est véritablement grâce à eux. Et le client, on doit lui amener de la vraie pédagogie et le transformer en consommateur. C'est tout ce que j'ai à dire, mais pour moi, oublier des distributeurs de Made in France qui ont cette passion chevillée au corps m'attriste un peu, puisqu'ils font la promotion du lin et la promotion du chanvre chaque jour que le Made in France fait. Et voilà, c'était tout. Oui, bonjour, Pierre Amadieu, Société Impact, plus en amont de la filière. Je vais être amené à rencontrer du monde et à les motiver pour utiliser du chanvre dans le textile dans la semaine à venir. Comme il y a une belle brochette d'experts textiles sur la plateforme, je voudrais leur poser la question suivante. Quels sont selon vous, et donc c'est une réponse collective ou partagée, même si Véronique a commencé à répondre, quelles sont selon vous les caractéristiques du chanvre qui en font cette matière exceptionnelle ou fantastique
comment la comparer, la positionner par rapport aux autres fibres? C'est quoi vos mots vendeurs? Véronique, alors. Qui veut répondre à la question, Véronique? Hallucinant. La meilleure personne qui puisse répondre à ces questions techniques, c'est Nathalie et Jacques aussi. Le chanvre, ça consomme 0 litre d'eau, ça n'a pas besoin d'intrants, ça se défend tout seul. C'est une fibre résistante. Le chanvre, ça parle aux Français et aux Françaises. Quand vous parlez du chanvre, à chaque fois qu'on en présente un sur le salon, ça rappelle ma maman qui avait des nappes en chanvre, ma grand-mère qui avait des draps en chanvre. Il y a un lien entre le lin et le chanvre avec l'histoire de France qui est inscrite depuis les Gaulois, non, qui s'habillaient en chanvre déjà à l'époque, non? Les Vikings et les Gaulois aussi. Donc voilà, le chanvre, c'est thermorégulateur, c'est 0 déchet, c'est 0 OGM, ça n'a que des facultés, des qualités environnementales et mécaniques aussi. Nous, on a nos jeans, ça fait maintenant, c'est des prototypes qu'on a montés, ça fait 2 ans et demi. Ben voilà, on les porte encore. Alors, est-ce que ça fait la preuve de la résistance? Ben oui. Après, voilà, à combien de temps vous estimez la résistance d'un jean, je ne sais pas, mais voilà, ça a plein d'avantages. Et puis surtout, c'est une filière, un savoir-faire, et on parlait de tout à l'heure d'autonomie dans le textile, c'est une vraie fibre comme le lin qui peut permettre une autonomie, pas une autarcie, on a bien compris la différence, mais une vraie autonomie dans notre filière textile française. Non, c'est ça? C'est ça? Française, belge, hollandaise, italienne, européenne, bien sûr. Bonjour, je suis le cofondateur de la marque de chaussures Veja. Je suis venu avec une équipe ici et on aimerait savoir s'il y a des applications qui ont déjà été testées en chaussures, des tests qui ont été faits sur de la résistance mécanique, des choses comme ça, sur le lin, sur le chanvre, enfin voilà, s'il y a des expériences déjà en chaussures. On vend des tissus à des Allemands qui font des chaussures, on vend des tissus à des Aveyronnais qui font des chaussures. Donc oui, ça marche, en chanvre. Et bonjour, Adolfo Mandato, directeur de l'innovation Safilin. En fait, oui, il y a des applications à un tricotage qui ont été faites, surtout un lin pour l'instant, un chanvre, c'est en cours. Effectivement, pour faire la tige de la chaussure à 100% ou à 98%, donc un fibre de lin, filature mouillée, et on a lancé un partenariat aussi avec une société qui s'appelle La Boîte Bien Faite, et on a développé, juste la solution arrivée hier, une semelle qui a 87% un lin micronisé avec un support vulcanisé, qui est donc il est thermoformable à l'infini. J'apporterai une petite précision. Attends, je finis une précision. On peut faire des chaussures avec du chanvre en mélange avec de la laine. Ça marche très bien. Et on apporte des propriétés cumulées des deux fibres, en fait. C'est ça aussi l'intérêt. C'est d'avoir des mélanges de matières au sein des produits qu'on a, y compris les chaussures. Je peux vous montrer les mélanges avec la laine. J'ai juste oublié, je crois qu'à côté, j'ai une petite bobine d'un fil de lin, du NM12, en 3 bouts. Donc un retour en 3 bouts, je vous le donne, vous n'arriverez pas à le casser. Simple. Bonjour, Gaspard de Villeneuve, Cobassa. Je travaille sur des ponts d'expertise entre la France et l'Afrique australe sur le chanvre. Je voulais juste vous demander à tous si vous aviez bien compris l'attente du reste du monde de l'expertise française sur le chanvre. Parce que vous êtes vraiment attendus. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent développer des industries, qui ont la capacité de le faire. Et je voulais savoir si vous étiez au courant de ça.
Est-ce que vous êtes au courant de la demande d'expertise sur le chanvre dans le monde, et principalement celle qui vient de France? Non, ma question c'est, est-ce que vous êtes... Vous m'entendez? Ah, d'accord. Ok. Est-ce que vous êtes au courant de la demande internationale de l'expertise française sur le chanvre pour le développement des industries, de réelles agro-industries, que ce soit, moi c'est l'Afrique qui m'intéresse, mais l'Amérique du Sud ou l'Australie? Non, plutôt non. J'ai l'impression que personne n'est au courant. Merci beaucoup. On le sait, qu'on est vu et qu'on nous regarde. Et l'expertise, on nous la demande partout, tout le temps. Oui, on le sait. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie expertise. Il n'y a pas à rougir en France, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup, comme je le disais avant, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et les moyens qu'on a utilisés ne sont pas à la hauteur des défis industriels. Donc c'est clair et net. Il faut mobiliser tous les laboratoires. Il y a la plainte de laboratoires. Et il faut faire des analyses pour comprendre vraiment cette fibre. Et on connaît à peine 10% de tout ce qui reste à découvrir au niveau du chanvre. Il faut être très humble par rapport à ça. Tout à fait. J'abonde dans le sens de Pierre. On a une expertise très forte au niveau de l'agriculture du lin et de la production de filasse de lin et de fibres de lin en amont de la filière. On est vraiment leader mondial. Sur la transformation industrielle, les outils ont été, on est passé de 60 à 0, puis maintenant à 3 filatures. Donc on a perdu ces dernières années en compétences, forcément, en savoir-faire, même si on a des acteurs européens qui sont heureusement là et qui vont pouvoir rapidement rattraper ce retard-là s'il y a une volonté d'accompagnement. Sur le chanvre dont on parle ici, c'est le chanvre fibre longue avec les techniques du lin. C'est une nouvelle filière qui mime un peu la filière du 19e siècle qui était très forte. Donc il y a des bribes d'histoire dans les livres de Renoir notamment qu'il faut lire. J'insiste sur ce que dit Pierre. J'ai mis longtemps à le lire, mais il faut vraiment le faire. Donc là, c'est une filière qui est nouvelle, il y a tout à apprendre. Et il y a d'autres filières chanvre. Tout à l'heure, il y aura des experts qui en parleront un peu plus. Il y a d'autres filières chanvre avec des fibres courtes et de la cotonisation, avec des techniques différentes de celles-là, qui sont différentes. Et la France n'est pas le leader mondial dessus. Donc aujourd'hui, on a une expertise, mais qui est plus en amont. Et il faut la développer sur le final. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui, justement, de redevenir les maîtres de l'expertise de nos matières qui poussent sur le territoire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est tout simple. Si la France mobilise tous ses moyens techniques pour valoriser le chanvre et le lin, la France devrait devenir le leader mondial des nouveaux matériaux biosourcés. Mais à condition de mettre un plan Marshall et pas uniquement avec quelques subventions qui ne sont pas à la hauteur du défi. C'est ça qu'il faut retenir. Mais là, nous avons des gros distributeurs qui s'engagent un petit peu, donc c'est déjà un très très bon point. Donc merci beaucoup à tous les intervenants. Attendez une seconde avant de vous lever. Donc je voudrais vous dire que vous profitez vraiment du midi pour échanger entre vous, pour aller visiter le showroom. Voilà. Et cet après-midi, il y a un programme chargé que vous avez sur votre livret. Hein. Donc il y a 14h15, on va visiter les champs. 15h15, il y a ici un atelier sur l'agriculture biologique pour tout le monde, enfin c'est très agricole. Et à 16h15, une comparaison de toutes les fibres, voilà, pour que vous appreniez à comparer les fibres longues, les fibres mi-longues, les fibres courtes, tout ça. Donc l'après-midi est bien chargé. Bon appétit, à tout à l'heure. Juste avant de partir, je voulais quand même vous dire que Jacques, qui est président de l'association Lin et Chanvre Bio depuis le tout début, et qui a amené cette association depuis quelques agriculteurs jusqu'à aujourd'hui 1000 hectares de lin bio, 1000 hectares de chanvre et toute une filière que vous voyez là aujourd'hui, nous a dit qu'il voulait donner un peu plus de temps à ses petits-enfants, à sa famille et laisser la présidence de l'association dans l'année qui vient. Donc c'est probablement la dernière fois que Jacques préside l'association lors de ces rencontres, en tout cas les dernières rencontres présidées par Jacques. Alors je veux bien s'il vous plaît que vous fassiez une grande salve d'applaudissements pour ce travail de Jacques.
Merci, merci, merci. C'est marrant. Il ne faut pas rajouter. Voilà. Il ne faut pas rajouter, non. Merci beaucoup, mais on ne rajoute pas. Je voulais aussi, on a fait une super demi-journée aujourd'hui. Je voulais quand même témoigner d'une chose. On a beaucoup parlé des qualités de la fibre, on a beaucoup parlé des enjeux, et finalement je trouve qu'on parle assez peu des hommes et des femmes. On s'est présenté, là on était une vingtaine, une petite trentaine d'intervenants, on est des dirigeants d'entreprise, pour la plupart d'entre nous, mais derrière nous il y a des équipes, il y a des hommes, il y a des femmes. Moi je vais vous dire personnellement, et sans leurre, ce que je ressens là à l'issue de cette première demi-journée. Lorsque j'ai fait le choix de réindustrialiser, de ramener un outil en France, j'ai dû embarquer des gens. J'ai dû leur faire une promesse. Je me vois encore il y a 1 an et demi en leur disant, il y a un terrain qui est là, qui est propice, il y a des consommateurs qui veulent s'engager, il y a des marques qui vont nous suivre, engagez-vous auprès de nous, apprenez un métier, découvrez une fibre que vous ne connaissez pas, on va réussir. Il y en a des moments de doute, mais moi je trouve que les témoignages qu'on vient d'avoir, et je remercie, alors en l'occurrence, bon je regarde Jules aujourd'hui, mais ceux qui ont témoigné aujourd'hui, cette volonté d'engagement, croyez-moi, je vais la retransmettre, c'est extrêmement important parce qu'on mobilise ceux qu'on appelle les hommes de l'ombre, les femmes de l'ombre, les petites gens, mais non, ce sont eux qui font la réalité de demain, donc je voulais quand même qu'on les applaudisse, et moi je leur transmettrai le fait que vous ayez rendu honneur à ces gens-là.